à l'occasion de notre deuxième publication sur les bonnes pratiques. Alors, en préambule, je commencerai par rappeler que notre mission centrale en tant que caisse d'assurance maladie est de protéger durablement la santé de chacun. Il est donc de notre devoir d'accompagner au mieux chacune des parties concernées, que sont les professionnels de santé, les assurés et vous, employeurs, dans ces démarches déclaratives, puisque celles-ci peuvent avoir un impact économique conséquent en cas d'erreur. Ceci étant dit, je me présente, David Gouvenou, je suis votre chargé de relations entreprises de la CPAM de Corrèze. J'ai donc le plaisir de vous présenter aujourd'hui ce guide qui vous permettra de réaliser vos prochaines attestations sans erreur sur le sujet du dernier jour travaillé. Découvrons de ce pas notre sommaire avec trois grands chapitres. Au premier, nous découvrirons, nous rappellerons des généralités. En deuxième partie, nous verrons quelques chiffres issus du national, mais aussi de notre caisse, donc du local. Et puis nous finirons par ce qui certainement nous intéresse le plus, les bonnes pratiques quant à ces derniers jours travaillés. Premier chapitre. Commençons donc par rappeler quelques généralités toutefois nécessaires. Donc, tout d'abord, commençons par rappeler que le dernier jour travaillé, appelé aussi DJT, est un élément clé pour examiner les conditions d'ouverture de droit, pour déterminer la période de référence et puis pour savoir quand débute l'indemnisation. Rappelons aussi que toute journée commencée est due par l'employeur. Ceci a une incidence sur le DJT, on le verra un peu plus loin. Maintenant, voyons la règle générale qui s'applique au DJT que nous pouvons voir juste ici. Alors, à quoi correspond ce DJT? Eh bien, ce DJT, c'est la date qui correspond à la veille du début de l'arrêt de travail prescrit. Et ce, indépendamment des jours de la semaine ou de la situation de votre salarié. Donc, qu'il soit en congé payé ou en RTT, que cette journée tombe un jour férié ou un week-end, eh bien, ça ne change pas la règle. Nous verrons donc concrètement, enfin, au dernier chapitre, comment cela s'applique selon les différents cas de figure. Nous en arrivons du coup aux démarches déclaratives. Vous allez donc passer par la DSN. J'en profite pour rappeler qu'hormis les cas particuliers, toutes les entreprises et désormais aussi les administrations publiques ont l'obligation de faire des DSN mensuels. Donc pour les employeurs qui ne font pas encore de DSN événementiel, sachez que le paramétrage étant les mêmes que pour les mensuels, eh ben, il ne reste plus qu'à vous lancer. Cela sera du coup bien plus simple, vous le verrez, plus fiable et surtout bien plus rapide. Donc sachez que par rapport à cela, des équipes et des guides d'ailleurs, même DSN, sont à votre disposition. Vous pourrez donc être accompagné, être guidé dans cette démarche. Donc, concernant ce DJT en DSN, eh bien c'est ici, en troisième ligne, que vous devrez inscrire ce dernier jour travaillé. Sur Net Entreprise, le DJT, eh bien lui, c'est à l'étape 4 que vous allez pouvoir le saisir. Par contre, je rappelle que l'utilisation de nos téléservices sur Net Entreprise, vous le faites uniquement que s'il y a un problème avec la DSN. Donc, problème que vous pourrez constater dans votre tableau de bord DSN. Vous verrez qu'il y a un message d'erreur ou alors tout simplement hein, dans votre boîte mail qui a été utilisée en tant que déclarant sur Net Entreprise. Vous aurez donc un mail, un compte-rendu négatif de nos techniciens qui pourrait donc vous inviter, hein, suite à un constat d'erreur, à passer par Net Entreprise. Alors maintenant, rappelons quand faire la déclaration de l'arrêt de travail. Eh bien, dès que vous en avez connaissance. Ou des réceptions de la prescription d'arrêt. Ceci étant aussi valable pour tout arrêt d'au moins un jour. Hein. Vous le ferez également à chaque changement de risque et pour chaque période de fractionnement de congé paternité.
Alors, quels sont les délais pour faire vos déclarations d'arrêt? Eh bien, vous avez 5 jours si vous ne subrogez pas. Et puis, par contre, en DSN, eh bien, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites au fil de l'eau, et c'est ce qui est préférable, soit vous le faites avec la prochaine mensuelle. Voilà, donc, autre avantage de la DSN. Ici, cette dernière slide qui clôture donc notre premier chapitre, eh bien, nous voyons l'illustration des conséquences en cascade pour chacune des parties lorsqu'un DJT est envoyé erroné. Donc, le dossier, eh bien évidemment, est rejeté par notre caisse, ce qui va forcément conduire à une augmentation des délais de traitement. Ça nous amène à vous demander de refaire une attestation de salaire rectificative ou de faire une DSN annule et remplace. Donc cela, ça va forcément augmenter votre charge de travail de votre côté et puis probablement un peu d'insatisfaction. Mais ça sera surtout de la part, enfin côté salarié, eh bien, de l'inquiétude et du mécontentement par rapport à cet arrêt qui n'est toujours pas pris en charge. Donc une fois que les rectifications ont été faites, que nous les recevons, eh bien, nous reprenons le dossier et là, vous avez un délai qui est en moyenne constaté de 8 jours pour reprendre et traiter le dossier. Voilà, délai constaté que nous verrons dans la partie chiffrée tout à l'heure. Deuxième chapitre de ce sujet des derniers jours travaillés. Eh bien, donc là, nous allons voir des données euh, qui sont alors, en première partie issues des données de notre caisse de l'année 2023. Elles concernent donc l'ensemble des entreprises où les assurés sont bien évidemment rattachés. Et donc, cela peut correspondre à des établissements qui sont dans notre département, mais aussi des départements voisins, bien souvent. Nous verrons en toute fin de ce chapitre, avec plus de précision, eh bien, les rejets d'attestation de salaire liés aux derniers jours travaillés. Alors, concernant notre caisse donc, de Corrèze en 2023, nous avons pu indemniser 33 645 arrêts. Ces arrêts sont issus de 5 928 établissements. Ces établissements nous ont envoyé des attestations de salaire. Pour cela, le délai d'envoi moyen a été d'un peu plus de 17 jours. Nous avons donc reçu l'ensemble des éléments et cela nous amène un délai moyen de traitement qui a été donc d'un peu moins de 8 jours. Voilà, l'ensemble des délais nous amène à un délai moyen total d'un peu plus de 25 jours. Notons toutefois que nous voyons ici l'ensemble des arrêts qui nous sont parvenus. Certains ont des délais relativement courts, des délais d'envoi de donc inférieurs à 14 jours et des délais très longs, très tardifs, plus de 90 jours. Donc, sur l'ensemble des arrêts ici, considérés tardifs et très tardifs, entre 30 jours et 90 jours, nous avons ici une proportion de ces arrêts qui représente sur l'ensemble des arrêts euh, à peu près un peu plus de 17%, ce qui reste du coup quand même encore une proportion importante de délais tardifs que nous pouvons mettre en parallèle avec ce graphique ici. Nous voyons ici l'utilisation de la DSN et nous constatons euh, que d'un peu plus de 71% des arrêts ont été réalisés par le biais de la DSN. Il nous reste donc encore à peu près 30% d'arrêts qui ne sont toujours pas faits par le biais de la DSN. Donc, clairement, une démarche doit être engagée par ces employeurs qui ne font pas encore leur arrêt par le biais de la DSN. Donc les avantages, je le répète, de l'utilisation de la DSN, c'est quand même la rapidité, la fiabilité et la sécurité.
Il y a donc là une vraie plus-value, en tout cas pour l'entreprise, à réaliser ces démarches par le biais de la DSN. Concernant les rejets d'attestation de salaire constatés par notre caisse, c'est 2264 rejets qui ont été malheureusement faits en 2023, ce qui représente un peu plus de 5% des attestations de salaire. Alors ici, dans ce graphique, nous voyons positionné par ordre d'importance le taux de rejet en fonction des risques. Et puis, de ce côté-là, dans ce graphique à camembert, nous voyons ce qui là, nous importe le plus, les rejets par motif. Il y a donc deux grands motifs de rejet. Le premier concerne donc les demandes de pièces complémentaires, qui représentent un peu plus de 38%. Et le second sujet, des deux rejets, sont les motifs liés au dernier jour travaillé. Alors nous allons voir dans la slide suivante avec plus de précision le sujet de ces rejets des JT. Donc dernière partie, nous voyons ici des données du national et ici des données de notre caisse. Il y a quand même là effectivement une grande différence sur les, euh, les taux de rejet des JT en fonction des risques. Nous voyons que le national est plus concerné par une proportion plus partagée des maladies de maternité qui dominent très largement. Et chez nous, eh bien, une très grande dominante, le, le taux de rejet des JT par le risque maladie. Alors, notre objectif à tous est de ne plus perdre de temps sur des erreurs qui peuvent facilement être rectifiées. Nous allons donc voir maintenant les règles qui s'appliquent concernant le DJT dans les différents cas de figure que vous pouvez rencontrer tout au long de l'année. Donc nous arrivons au troisième chapitre et dernier, les bonnes pratiques sur les derniers jours travaillés. Donc nous allons voir 10 situations d'arrêt que tout employeur peut rencontrer et les règles donc qui s'appliquent. Alors ici, le cas classique de l'arrêt simple, où la règle générale s'applique, comme j'ai pu le dire en slide 4. Donc le DJT, eh bien, il correspond à la veille de la date d'arrêt prescrit. Et ça, peu importe le jour sur lequel cela tombe et la situation du salarié. Donc nous avons pris volontairement là un exemple où l'arrêt commence le 4, finit le 8, le DJT, et la veille du 4, donc le 3. Dans le cas suivant, un cas un peu particulier, le salarié, eh bien, il a travaillé le jour même de la date d'arrêt prescrit, parce qu'il a eu la chance de pouvoir rencontrer son médecin le jour même, qui lui a donc du coup fait un arrêt le même jour, donc soit le 7 dans cet exemple. Donc, comme nous l'avions rappelé d'ailleurs précédemment dans la slide 4, toujours, eh bien, toute journée commencée est due par l'employeur. Donc, ce qui amène un des JT à la même date, le 7. Dans ce cas, nous avons ici un arrêt normal, initial, qui se prolonge et qui peut aller au-delà des 6 mois. Donc, quand il n'y a aucune reprise d'activité, eh bien, le DJT, lui qui a suivi la règle générale, donc avec un arrêt qui commençait le 2, donc la règle générale, c'est la veille, nous avons donc un DJT le 1. Donc, pour l'ensemble des reconductions, donc des prolongations de l'arrêt, eh bien, lui, le DJT ne changera pas. Ce sera donc toujours sur cette date-là. Ce qui m'amène à rappeler que lorsque vous faites votre signalement par la DSN, eh bien, l'avantage des cas de plus de 6 mois, eh bien, l'attestation de salaire est générée automatiquement entre le quatrième et le cinquième mois si vous n'avez pas saisi de date de reprise. Donc, vous n'avez
Pour ça, rien à faire. Contrairement à Net Entreprise, où là, si vous n'avez pas d'informations, en tout cas concernant une reprise avant les 6 mois, eh ben, vous devrez retourner sur Net Entreprise pour refaire une nouvelle attestation de salaire qui correspond cette fois à un arrêt de plus de 6 mois. Et ça, vous le faites à partir du quatrième mois, si possible. Pour cet exemple, nous sommes donc sur un DJT avec l'arrêt maladie pendant le congé payé. Eh bien, là, c'est simple aussi. Même si aujourd'hui le salarié est en congé et qu'il se retrouve avec un arrêt, donc un arrêt qui va aller au-delà de ses congés, qui l'amènerait du coup à être réellement arrêté par rapport à l'activité là où il devrait reprendre, eh bien la règle, c'est la règle générale. Nous avons donc un DJT qui serait le 14 pour un arrêt qui débuterait le 15. Nous voilà face au deuxième cas un peu particulier concernant les DJT, ce sont les DJT des congés paternité. Alors, la particularité est surtout pour le premier jour de ce DJT. Et bien donc en fait, alors déjà vigilance hein, par rapport à ce cas de DJT congé paternité, parce que nous constatons beaucoup trop d'erreurs sur ce DJT. Donc ici, le DJT, eh bien, il correspond au dernier jour du congé de naissance. Donc, comme il y a 3 jours sur ce congé de naissance, donc le congé employeur, eh bien, c'est ce troisième jour-là qui est le DJT. Donc, dans l'exemple, nous avons ici une naissance qui commence, qui arrive le 3. S'ensuit donc les 4 jours du congé de naissance. Donc, le troisième jour de ce congé de naissance arrive le 6. Et bien, donc, le DJT à prendre et à considérer sera donc la date du 6. Et s'en suivra après le congé paternité, donc pris en charge par l'assurance maladie, tout simplement. Donc, pour ce qui est des autres DJT en cas de fractionnement, eh bien, c'est un peu comme le principe de la règle générale. Vous avez, sauf que là, c'est pas une maladie, c'est la date du congé paternité qui est posée. Donc, la deuxième partie du congé paternité, par exemple, posée le site 18, eh bien, ça sera la veille. Le DJT, ce sera le 17. Et donc, ça pour chaque fractionnement. En cas d'accident de travail ou de trajet, donc, même si votre salarié n'a pas commencé sa journée, si l'accident entraîne un arrêt immédiat, eh bien, le DJT correspond alors au jour même de l'accident, soit ici le 5. Par contre, si l'arrêt est ultérieur, parce que votre salarié n'était pour considérer qu'il pouvait travailler, il a donc continué son activité, ça peut être sur plusieurs jours, et puis malheureusement, voilà, il ne peut plus travailler, il faut qu'il voit son médecin, et donc le médecin lui met un arrêt à une date ultérieure. Donc, eh bien, là, nous suivrons tout simplement la règle générale. Donc, ça sera la veille de la date d'arrêt. Alors là, nous sommes sur le cas où il y a un enchaînement de risques donc de différentes natures. Alors, ce qui est donc souvent le cas lorsqu'un enfant est attendu. Nous nous retrouvons avec donc une salariée qui est en activité normale et puis bah, là, des symptômes arrivent, elle est obligée de se mettre, enfin, d'être en arrêt. Enfin, donc le médecin lui prescrit un arrêt. Et donc là, dans notre exemple, l'arrêt se fait le jour même, le 7. Nous avons donc le cas de figure où donc, le salarié a de travailler, voit son médecin lui fait un arrêt du coup le jour même, et bien donc nous sommes sur ce cas de figure de DJT qui tombe le jour même, donc ici le 7, et s'ensuit
à la fin de cet arrêt maladie des congés pathologiques. Donc, il n'y a pas de reprise d'activité et à cette fin de congé pathologique s'enchaîne le congé maternité. Donc, comme il n'y a aucune reprise d'activité, ici, le DJT eh ben, reste le même. Ça sera le 7. Par contre, il faudra surtout ne pas oublier en DSN et notre entreprise, par ailleurs, de retourner à chaque changement d'arrêt, donc de nature d'arrêt, pour refaire un signalement. Et ça, sans changer, pour chaque signalement, bien sûr, le DJT qui reste toujours le même. Voilà, nous allons donc aborder là, ici, le DJT dans le cas du temps partiel thérapeutique. Vous voyez, ici, il y a trois parties, parce qu'il y a effectivement trois cas de figure pour ce DJT, temps partiel thérapeutique. Donc, au premier cas, nous avons la présence d'un arrêt à temps plein qui s'enchaîne par une reprise en temps partiel thérapeutique. Donc là, l'arrêt travail temps plein, eh bien, c'est la règle générale, donc DJT la veille, ici le 3, et s'enchaîne directement. Alors comme s'enchaîne directement le temps partiel, eh bien, le DJT ne changera pas, ça sera également le 3. Deuxième cas, nous sommes en présence d'un arrêt ici à temps plein, donc c'est ce que nous avions vu là au premier cas du temps partiel, avec donc un temps partiel, qui lui par contre va jusqu'au 31. Mais entre-temps, l'état de santé s'aggrave et donc votre salarié se retrouve une nouvelle fois avec un nouvel arrêt à temps plein. Donc eh bien là, le DJT, vu qu'il y a un arrêt à temps plein, ici donc arrêt prescrit en date du 18, eh bien donc règle générale, nous arrivons sur un DJT qui arrive le 17. Alors j'en profite pour rappeler que pour toutes les pertes de salaire liées au temps partiel, le DJT, lui, restera le même que celui indiqué initialement. Donc dans notre exemple, le DJT, ça sera le 3. Troisième et dernier cas de figure, temps partiel thérapeutique d'emblée. Donc il n'y a pas d'arrêt à temps plein préalable. Eh bien, ça, du coup, n'a pas d'incidence. Le DJT sera donc la veille de ce temps partiel thérapeutique, comme un arrêt normal. Donc la veille, ça sera ici le 3. Voilà, nous avons donc vu l'ensemble des cas de figure pour ce DJT. Cette dernière partie vous permettra d'avoir l'essentiel à retenir de ce que donc nous avons vu. Je fais une simple lecture. Donc le premier point que vous pourrez retenir, c'est que le dernier jour travaillé, eh bien, correspond à la veille de l'arrêt de travail, et ce, indépendamment des jours de la semaine, sauf si votre salarié a travaillé le jour même de l'arrêt. Deuxième point à retenir, en cas d'enchaînement d'arrêt de travail consécutif de différentes natures, maladie, maternité, ben, il convient de conserver le même DJT sur toutes les déclarations que vous ferez. Donc, sachant que là, petit rappel, une DSN événementielle ou une attestation de salaire par nature d'arrêt de travail est nécessaire. Troisième point à retenir, en cas d'enchaînement d'arrêt de travail non consécutif, par exemple deux arrêts de travail cochés initial égale un nouveau signalement en DSN ou attestation de salaire par arrêt de travail est attendu avec le DJT à la veille de chaque prescription de repos. Et dernier point, en cas d'enchaînement de période d'arrêt à temps complet et de temps partiel thérapeutique, eh bien le DJT indiqué sur l'attestation de salaire TPT reste celui de l'arrêt à temps complet qui lui précède. Voilà, donc pour clore ce diaporama, eh bien, voici les principaux contacts utiles et nécessaires pour tout ce qui concerne vos démarches d'arrêt de travail. Donc à gauche, vous avez le numéro de téléphone
de la hotline Net Entreprise qui vous aideront donc en cas de problème lié à la gestion de vos comptes Net Entreprise ou pour obtenir de l'aide sur la déclaration DSN et Passpro. Le lien juste en dessous vous ramène sur la base de connaissances et donc vous apporte là toutes les explications sur ces sujets et bien d'autres qui sont nécessaires hein, pour faire le signalement d'arrêt de travail. Et nouveauté ici sur notre entreprise, eh bien, ce sont donc les indicateurs hein, entreprise. Ce sont des indicateurs RH qui sont basés sur les données de la DSN. Ce nouveau service, lui, est accessible une fois connecté à votre compte Net Entreprise. Donc, vous n'avez plus qu'à suivre ici les démarches que j'ai pu inscrire. À droite, eh bien, vous avez tous les contacts de l'assurance maladie qui vous sont dédiés. Alors, sur le compte Amélie, vous trouverez toute l'actualité de l'assurance maladie, mais vous trouverez surtout de quoi vous informer et vous rappeler toute la réglementation qui est liée à vos obligations ainsi qu'à celle des salariés du régime général. Alors, avec le 3679, eh bien, nos conseillers dédiés aux employeurs pourront vous assister en cas de doute ou de problème pour faire vos déclarations arrêt de travail, mais seront également aussi là pour vous permettre de suivre vos dossiers en cours. Par contre, si vous avez besoin d'approfondir donc plus individuellement certains sujets concernant vos déclarations arrêt de travail, ou si vous souhaitez une extraction plus détaillée de vos déclarations faites jusqu'ici, comme nous avons pu le voir avec quelques exemples sur la partie chiffrée, eh bien, vous avez mon adresse mail pour le demander. Voilà, donc si vous avez des questions des sujets, que vous souhaitez approfondir, eh bien, faites-moi en part hein, sur mon adresse mail. Et en attendant notre prochain rendez-vous, je n'ai plus qu'à vous souhaiter sérénité et efficacité pour vos prochaines démarches d'arrêt de travail. Voilà, je vous remercie de votre attention.